Sans avertissement, d'étranges portes commencèrent à apparaître un peu partout dans des rues désertes, sur des plages tranquilles, même dans des bâtiments abandonnés et inquiétants. Elles ne s'ouvraient pas, on ne pouvait ni les pousser, ni les tirer, ni même les érafler. Les gens ne savaient pas ce que c'était, du moins au début. Mais après quelques années, la vérité frappa brutalement. Les portes s'ouvrirent. Et quand elles le firent, le chaos s'ensuivit. Des créatures en sortirent, des choses sauvages et déformées qui n'avaient rien à faire dans notre monde. Elles attaquaient sans pitié. Le ciel devint rouge de feu et de sang, et tout ne fut plus que cris et panique. Puis quelque chose d'encore pire arriva. Du ciel descendirent des êtres ailés. Ils nous regardaient comme si nous étions des insectes. Ils n'étaient pas venus pour aider. Ils rejoignirent les monstres, chassant les humains comme s'il s'agissait d'un jeu. Peu importe où les gens fuyaient, ces choses les suivaient. Dans une ville en ruine, une jeune fille s'agrippait à son frère. Il était blessé mais se tenait encore debout, essayant de la protéger. Même s'il tremblait, il ne fuyait pas. Mais derrière lui, quelque chose bougea. L'une des créatures était déjà là, rampant tout près. Le garçon tenta de faire bouclier de son corps, mais ses forces l'abandonnèrent. La fille, terrifiée et impuissante, cria son nom. Elle supplia, implora que quelqu'un, n'importe qui, vienne les sauver. Et puis, quelque chose d'incroyable se produisit. Une lumière dorée jaillit d'elle, les enveloppant tous les deux. Elle brillait si fort que même la créature dut reculer. La lueur ne s'arrêta pas, elle devint une vague d'énergie, submergeant le monstre et tout ce qui l'entourait. La fille pleurait toujours, et la lumière continuait de croître jusqu'à exploser comme un petit soleil. Le garçon vit cette lueur une dernière fois avant que tout ne devienne noir. Personne n'expliqua jamais pourquoi les portes étaient apparues, ni pourquoi le monde s'était retrouvé bouleversé. Les villes tombèrent, d'étranges pouvoirs se répandirent, et les êtres ailés continuaient d'attaquer. Le seul indice que l'on obtint vint de l'une de ces créatures volantes. Une seule phrase, « Je suis le premier ». Les semaines passèrent. Le garçon se réveilla dans un hôpital, confus mais vivant. Ses blessures avaient disparu, pas même une cicatrice. Un médecin lui expliqua, il avait survécu parce que quelque chose en lui avait changé. Il s'était éveillé. Et il n'était pas le seul. Après l'ouverture des portes, environ un quart de la population mondiale développa des pouvoirs. On les appela les éveillés. Mais ces pouvoirs avaient un prix. Des millions moururent avant que la situation ne se stabilise. L'humanité survécut à la première catastrophe mais de justesse. Plus tard, la fille, Ayumi, entra en courant dans sa chambre d'hôpital. Elle s'était éveillée, elle aussi. Son pouvoir était rare, guérison et purification. C'est grâce à elle qu'il avait survécu. Elle pleura de joie en le serrant fort dans ses bras. 10 années passèrent. Le monde ne redevint jamais normal. Au contraire, de plus en plus de donjons commencèrent à apparaître. Les gens les appelèrent aussi « portes », comme les premières. Mais cette fois, les humains étaient prêts. Une génération entière de chasseurs s'éleva. Ils s'entraînèrent, combattirent, et nettoyèrent les portes avant que quoi que ce soit d'autre n'en sorte. Les raids devinrent un véritable spectacle, suivi en direct sur Internet. Certains chasseurs devinrent même des célébrités. Ayumi faisait partie de ceux-là. Maintenant âgée de 16 ans, elle se tenait devant une porte lumineuse, une caméra braquée sur elle, diffusant en direct pour des milliers de spectateurs. Derrière elle, son équipement, à ses côtés, un autre chasseur. L'objectif du jour ? Nettoyer un donjon de Rambé seul. Même si elle n'était pas la plus célèbre, ses spectateurs lui restaient fidèles. Ils croyaient en elle. Elle avait quelque chose que les autres n'avaient pas, du cœur. Elle sourit à l'écran, hocha la tête, et entra une fois de plus dans l'inconnu. Car dans ce nouveau monde, les chasseurs n'étaient pas seulement des survivants. Ils étaient le dernier espoir de l'humanité. Ayumi commençait à s'énerver. Elle avait déjà averti son chat de ne pas poster de messages méchants, mais certains continuaient. Elle ne faisait pas de compromis, toute personne toxique était immédiatement bannie. Elle secoua la tête pour chasser la frustration et retrouva sa concentration. Elle était prête pour un nouveau raid. Avec ses pouvoirs uniques de lumière, son sourire éclatant et son attitude sincère, Ayumi s'était construit petit à petit une immense communauté. Cela ne faisait qu'un an qu'elle avait commencé à streamer, dans l'espoir de gagner sa vie par elle-même. Son frère, Anma, qui l'avait toujours soutenu, était là à chaque étape. Il filmait ses raids, gérait le chat,
et aidait en coulisses dès qu'il le pouvait. Enma était reconnaissant qu'Ayumi et quelqu'un comme son mentor, Ruka, a admiré. Mais il ne comprenait pas pourquoi les commentaires envers Ruka étaient toujours si cruels. Ailleurs, loin du tumulte du stream, quelqu'un regardait la vidéo en silence. C'était Ruka elle-même, assise seule dans une pièce sombre, les dents serrées de frustration. Elle ne disait rien, mais la douleur dans ses yeux était évidente. Dans le donjon, Ayumi donna tout. Elle utilisa sa technique de lumière de niveau moyen, Radiant Drop. Même si la grotte était plongée dans l'obscurité, un éclair de lumière s'abattit, pulvérisant la créature de l'ombre d'un seul coup. C'était sa première tentative pour nettoyer seule une porte de Rambé, et malgré la difficulté, elle avançait, portée par les encouragements de ses spectateurs. Plus loin, d'autres monstres apparurent, cette fois, un groupe de gobelins rapides et de slimes visqueux. Ayumi n'hésita pas. Elle lança une de ses techniques les plus puissantes, Stella Ice Bloom. Un symbole lumineux apparut devant elle, puis explosa en une lumière dorée, tranchant à travers les ennemis sans effort. Le chat explosa d'enthousiasme, mais l'inquiétude se faisait sentir. Tout le monde savait que les compétences basées sur la lumière consommaient rapidement de l'énergie. Enma, qui la surveillait de près, ne pouvait s'empêcher de souhaiter juste une fois qu'il ait lui aussi des pouvoirs. Mais lorsqu'Ayumi lui jeta un regard fatigué accompagné d'un sourire, il comprit que son rôle à lui était tout aussi essentiel. Il hocha la tête. Elle pouvait y arriver. Avec un dernier mouvement, Skyfighter, la faux dorée d'Ayumi libéra une vague de lumière, remplissant le couloir de plumes brillantes qui effacèrent toute menace restante. Elle tomba à genoux, épuisée mais rayonnante. Le stream explosait d'enthousiasme et de soutien. Pourtant, alors que tout le monde célébrait, un commentaire étrange apparut, quelqu'un disait avoir vu une autre silhouette en arrière-plan du stream. Enma n'y prêta pas attention, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Avant qu'il ne puisse réagir, quelque chose le frappa dans le dos. Son téléphone tomba au sol, et tout bascula. Sorti de l'ombre, un groupe d'hommes fit irruption dans le donjon, clairement pas là pour le raid. Leur chef, un blond aux cheveux longs et au sourire tordu, invoqua un cercle magique rouge sombre. Il renforça son bras avec un sort à base de sang, riant avec les autres. Il disait vouloir lui donner une leçon, mais parlait sans cesse de ne pas toucher à son visage. Leurs paroles étaient claires, ce n'était pas qu'un simple affrontement. Ayumi tenta de tenir bon. Elle n'avait plus aucune force, mais ses yeux brûlaient encore de défi. Elle activa une technique de lumière basique, à peine une étincelle, mais la riposte fut brutale. Elle s'effondra, tandis que les autres riaient en l'encerclant. Le chef donna l'ordre de nettoyer les lieux. Ces hommes agissaient vite. L'un d'eux attrapa le corps inerte d'Ayumi et le jeta sur son épaule. Il comptait les jeter, elle et Enma, devant un monstre pour faire croire à un accident. À ce moment-là, le sol de la grotte trembla. Un gigantesque ver surgit du sol, gueule grande ouverte. Pour les agresseurs, c'était la diversion parfaite. Soudain, les murs du donjon s'illuminèrent d'un feu flamboyant. Le groupe de brutes se figea, déstabilisé par ce qu'ils voyaient. Cette énorme créature dont ils étaient si fiers, réduite en cendres. Et au centre des flammes, se tenait le garçon qu'ils croyaient faible et inutile. Ils s'étaient moqués de lui, pensant qu'il n'était qu'un fardeau. Mais maintenant, c'était la panique. Ce feu était trop réel. Ce n'était pas une magie qu'ils reconnaissaient. C'était autre chose. Quelque chose de plus sauvage. La chaleur s'enroulait autour du corps blessé d'Enma comme une armure, même s'il pouvait à peine lever la main. Quelques instants plus tôt, il avait tenté de rejoindre Ayumi, mais son corps l'avait trahi. Il lui avait promis de la protéger. Et en la voyant là, au sol, brisée et en larmes, quelque chose en lui se brisa aussi. Il ne pouvait pas bouger. Mais cette rage, ce chagrin, alluma un feu dans son âme. Et alors, tout autour de lui prit feu. Le téléphone du stream. Carbonisé. Le sol du donjon. En flammes. Le monstre vert. Réduit en cendres. Sans même bouger, la chaleur jaillissait de lui comme une tempête. L'un des hommes masqués paniqua et lança une attaque rocheuse. Elle ne fit même pas une égratignure aux flammes. Au contraire, le feu rugit de plus belle, encore plus intense. Enma se redressa lentement, toujours en train de saigner, mais désormais ses yeux brûlaient plus fort encore que le feu lui-même. Les deux bandits comprirent trop tard, ce n'était plus le même gars. L'un essaya de fuir. Il n'alla pas bien loin. L'autre fut réduit en cendres sur place.
Pendant ce temps, Enma se traîna jusqu'à Ayumi. Son corps le lâchait, mais son cœur le portait encore. Il n'avait toujours eu que deux, dans ce monde. Ça avait toujours été comme ça. Aucun jugement, aucune punition ne la ramènerait. Mais son visage, toujours marqué par la douleur, le hantait. Il lui ferma doucement les yeux de la main. Puis, avec la dernière force qui lui restait, il laissa le feu éclater une dernière fois. Un adieu final. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il n'était plus dans le donjon. L'endroit était sombre, silencieux, calciné. Il était entouré de ruines. Il ne savait pas où il se trouvait, juste que tout semblait anormal. Et alors, une voix se fit entendre. En levant les yeux, il vit une silhouette étrange, des os, des plumes, des ailes qui semblaient appartenir à quelque chose de déchu. Enma pensa qu'il était peut-être dans une sorte d'au-delà. Peut-être que c'était sa punition, pour tout ce qui s'était passé. Mais la créature éclata de rire. Elle se présenta comme Vox. Elle dit que ce n'était ni le paradis, ni l'enfer. Ce monde avait été façonné par lui. Et Enma ? Toujours en vie. Vox ne perdit pas de temps. Il proposa un marché. Il dit qu'Enma pouvait manier ce feu, le transformer en quelque chose de plus grand. Devenir quelque chose de plus grand. Enma n'en avait rien à faire. Le pouvoir n'avait plus aucun sens. À quoi bon ? Mais Vox rit de nouveau. Il lui dit d'arrêter de se mentir à lui-même. S'il n'avait vraiment aucun désir de vengeance, pourquoi sa fureur brûlait-elle si fort ? Pourquoi avait-elle réveillé Vox de son sommeil ? Ce feu n'était pas seulement de la douleur. C'était un but. De la rage. Et du pouvoir. Vox ne voulait pas d'amour. Il ne voulait pas de loyauté. Ce qu'il désirait, c'était le désespoir. C'était son carburant. Et il ressentait la douleur d'Enma comme un festin. Il sourit et le dit sans détour. Laisse-moi me nourrir de ton désespoir, et je te donnerai tout. Tu connais quelqu'un qui mérite d'y sombrer aussi, pas vrai ? Enma ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. La vengeance ne suivait aucune logique. C'était ce vide laissé par le sourire de sa sœur. Ce vide était devenu sa raison de continuer. Il finit par dire oui. Vox eut un large sourire. C'était le moment qu'il attendait. Les yeux d'Enma étaient vides, son âme grande ouverte. Dans ce royaume étrange et oublié, Enma ne vieillirait pas, ne mangerait pas, ne dormirait pas. Il avait tout le temps du monde. Et les monstres créés par Vox ? Ils attendaient ses ordres. Maintenant qu'Enma contrôlait ses pouvoirs, il pouvait enfin utiliser les flammes comme il le voulait. Le feu dansait dans ses mains alors qu'il avançait, le cœur empli de colère. À chaque attaque, les flammes s'élançaient comme une bête sauvage, dévorant tout autour de lui. Cette rage brûlante en lui ne faiblissait jamais, il versait toute sa douleur et ses souvenirs dans chaque mouvement de bras. Lorsqu'une des créatures s'approcha trop près, Enma s'arrêta. Quelque chose chez elle lui rappelait celui qui avait blessé sa sœur. Cette seule pensée fit exploser les flammes d'un feu encore plus violent, ce n'était plus une simple attaque, c'était un cri venu de son âme. La créature n'eut aucune chance. De loin, Vox observait son nouveau partenaire déchirer les monstres comme du papier. Il était impressionné, même s'il ne le montrait pas vraiment. Après tout cet entraînement, Vox fit une remarque désinvolte, Enma incendiait ce monde depuis un an sans s'arrêter. La blague ne fit pas mouche. Enma se tenait au sommet d'une montagne, la main tendue, tandis que les dernières cendres tombaient. Ses yeux, autrefois pleins de rage, semblaient fatigués maintenant, lourds d'autre chose. Vox comprit sans un mot, Enma avait consumé toute sa haine. Ce qui restait, ce n'était plus de la fureur. C'était quelque chose de plus froid, plus silencieux. C'est à ce moment-là que Vox recula, laissant les flammes passer librement, Enma l'avait mérité. Dans une autre partie du monde, au fond d'un donjon lugubre, une voix cruelle résonna entre les murs. Un groupe de chasseurs avait acculé 2 survivants. Leur ami était déjà tombé, et la jeune fille le secouait désespérément, tentant de le réveiller. Les assaillants, eux, riaient. Le chef du groupe craqua ses jointures, utilisant un sort de renforcement pour booster sa force avant d'avancer pour porter le coup final. Il se moqua de l'idée de sauver le monde, disant que c'était inutile, surtout venant de quelqu'un d'aussi faible. L'un des plus jeunes membres du groupe eut un sursaut, il se souvenait de ce qui s'était passé un an plus tôt. Il avait fait un choix qui lui avait coûté sa place, et cela le hantait encore. À ce moment précis,
Un stream apparut sur son téléphone. Un nouveau visage remplit l'écran. L'homme sur la vidéo se tenait devant une porte mystérieuse, calme mais sérieux. C'était Emma, désormais en direct. Un drone tournait au-dessus de lui, enregistrant chaque instant. Le groupe de chasseurs le remarqua et se précipita vers lui, agacé par cette diffusion. Le chef ordonna à Emma d'arrêter le live, mais Emma ne répondit pas. À la place, il laissa le feu se répandre de nouveau, chaud, sauvage, terrifiant. Le type qui aboyait des ordres commença à brûler devant ses alliés, disparaissant peu à peu dans les flammes. À mesure que la chaleur montait, tout le monde recula, même le novice. Emma restait là, calme, toujours en direct. Il se présenta avec un petit sourire, révélant la véritable identité de l'homme en feu, Keno. 28 ans. Sans emploi. Le même homme qui avait attaqué la streameuse Ayumi l'an dernier. Le public en ligne figea, choqué. Beaucoup avaient suivi la chaîne d'Ayumi avant sa disparition. Ils pensaient que l'affaire avait été résolue depuis longtemps. Mais maintenant, alors que l'écran montrait le visage masqué de Keno se tordant dans les flammes, les spectateurs commencèrent à creuser. Des anciennes vidéos furent retrouvées. Des comparaisons furent faites. Malgré le masque, les yeux ne laissaient aucun doute. Tous comprirent, ce n'était pas juste un streamer de plus. C'était personnel. Alors qu'Emma continuait de diffuser, les deux hommes restant aux côtés de Keck l'encerclèrent. Un de leurs camarades était déjà à terre, ils décidèrent donc qu'il était temps d'en finir. Mais avant qu'ils ne puissent bouger, Emma tourna la caméra vers eux. Il ne parlait plus seulement de Keck maintenant, il dénonça aussi les deux autres. Ces types n'étaient pas des spectateurs innocents. Eux aussi avaient un passé sale. Ils utilisaient leur statut de chasseur pour échapper à la loi et se cacher derrière les raids de portail. Emma lança une question à son audience. Que devrait-on faire de ce genre de gens? Des parasites inutiles cachés derrière leur pouvoir? Le chat explosa. Les gens étaient pour, certains voulaient la justice, d'autres juste la vengeance. L'un des hommes activa son pouvoir, de l'énergie brillant le long de son bras. Mais avant même qu'il ne puisse attaquer, Emma le fixa de ses yeux enflammés. Il n'en fallut pas plus. En un clin d'œil, les deux hommes furent réduits en cendres, comme s'ils n'avaient jamais existé. Il ne restait que Keck, figé, paralysé. Le feu brûlait encore, et la caméra continuait de filmer, laissant les flammes crépiter et les cris lointains résonner dans le live. Emma pointa lentement l'objectif droit sur Keck. Les spectateurs fixaient l'écran, sidérés. Mais leur silence se transforma vite en exigence, ils voulaient une punition. Emma leva la main à nouveau. Les flammes autour de lui devinrent folles, et le chat s'illumina d'excitation. Juste avant de tout lâcher, il demanda à Keck s'il avait quelque chose à dire. Keck s'effondra, répétant qu'il était désolé, suppliant pour sa vie. Mais le public était divisé, certains pensaient qu'il méritait ce sort, d'autres n'en étaient plus si sûrs. C'est alors qu'un commentaire tout simple apparut à l'écran. Il a dit pardon. Ce n'est pas suffisant? Emma vit le pseudo TSU et répondit directement. Sa voix était tranchante, calme et glaciale. D'accord. Alors laisse-moi faire la même chose à tes parents. Je dirai pardon après. Ça te va? Le chat fut secoué. Le silence tomba. Puis l'ambiance changea. Ceux qui l'encourageaient quelques secondes plus tôt commencèrent à se retourner contre lui. Il n'aimait pas la tournure que ça prenait. Trop personnel. Trop cruel. Mais Emma s'en moquait. Vox, l'être étrange tapi dans l'ombre, était toujours là, avec lui. Il parlait dans l'esprit d'Emma, se nourrissant de la haine qui flottait dans l'air. Ce n'était plus seulement une vengeance, c'était un pacte. Chaque once de colère, de culpabilité, de peur dans le regard des spectateurs, Emma l'absorbait. Il nourrissait ces flammes de leurs émotions. Plus les gens regardaient, plus les flammes grandissaient. Keck pleurait, essayant d'éteindre le feu avec ses larmes, mais c'était inutile. Le feu n'était pas seulement physique, il venait de quelque chose de bien plus profond. Vox trouvait ça hilarant, voir quelqu'un autrefois si fier sombrer dans le désespoir. Il plaisanta même sur l'idée d'aller plus loin, peut-être jusqu'à s'en prendre à leur famille. Emma ne voulait pas vraiment franchir cette ligne. Mais si cela permettait de nourrir Vox, si cela signifiait anéantir tous ceux qui pensaient pouvoir faire du mal sans jamais payer le prix, alors peut-être que ça en valait la peine. Il fit un vœu à cet instant. Je les traquerai tous, chaque personne qui a causé du tort. Zéro pitié.
Aucune échappatoire. Cette promesse fit sourire Vox. Ce qu'il savourait par-dessus tout, c'était cette chute brutale dans le désespoir, quand ceux qui se croyaient intouchables réalisaient qu'ils étaient impuissants. Et en ce moment, Cake servait ce plat sur un plateau d'argent. La mission d'Enma était claire désormais. Retrouver tous ceux qui avaient fait du mal à Ayumi. Et pour les gens comme eux? Le désespoir était la seule punition qui convenait. Après un moment, Enma jeta un coup d'œil à la caméra, affichant un sourire calme. Il annonça qu'il avait besoin d'un petit moment seul avec Cake juste pour lui poser quelques questions. Mais Cake n'était déjà plus qu'une loque. Il suppliait, répétant qu'il ferait tout pour être épargné. La peur avait totalement pris le dessus. Mais Enma ne s'intéressait pas aux supplications. Il voulait des informations, en particulier sur celui qui tirait les ficelles. Le grand patron derrière tout ça. Il voulait des noms, des détails, tout. Mais Cake ne voulait rien dire. Sa peur de ce qui lui arriverait s'il parlait dépassait celle du feu qui l'encerclait. Tremblant, pleurant de plus belle, il prit soudain une décision, riposter avec ce qu'il lui restait de force. Il invoqua son pouvoir du vent, une technique basique, rien d'impressionnant, mais assez pour remplir la caverne de bourrasque, captée par la caméra comme une tempête enfermée dans une bouteille. Mais ce n'était pas fini. Il força davantage, concentrant toute son énergie dans une dernière attaque, une technique de vent de niveau intermédiaire qu'il avait gardée en réserve. La pression autour de lui monta brusquement alors qu'il formait une sphère compacte de vent tranchant, vibrant d'une puissance instable. C'était son dernier espoir. Il lança la sphère droit sur Enma, la regardant fuser à l'écran avant d'exploser dans un fracas sourd. Pendant un instant, il crut peut-être avoir réussi. Mais quand la fumée se dissipa, Enma était toujours là. Pas une égratignure. L'attaque ne l'avait même pas fait reculer. La seule chose qu'elle avait réussi, c'était de faire flamber les flammes autour de lui encore plus fort, comme si on avait versé de l'essence sur un brasier. Les spectateurs n'en revenaient pas. Cake commença à reculer, mais l'espace autour de lui ne laissait aucune échappatoire. Enma avança lentement, expliquant, non pas avec colère, mais d'une voix glaciale, troublante, que son feu n'était pas normal. Il ne se contentait pas de brûler la peau. Il partait de l'intérieur, de l'âme elle-même. Et le pire? Ce feu ne tuait pas rapidement. Il maintenait les gens en vie, juste assez longtemps pour qu'ils regrettent tout. Puis vint la vraie question. Enma voulait savoir quel pouvoir avait leur chef. Mais Cake secouait la tête, encore et encore, disant qu'il ne savait pas, ou qu'il ne pouvait pas parler. La peur dans sa voix fit se demander à Enma quel genre de monstre leur chef devait être pour inspirer une telle terreur. Alors, il lui donna une dernière chance. Un seul mot. Un nom. En échange, il promettait d'éteindre les flammes. Voyant qu'il n'y avait aucun moyen de s'en sortir et pousser à bout, Cake céda enfin. Il murmura le nom. Ami Amishi. C'était tout. C'était elle, la véritable cible. Enma grava ce nom en lui. Le retint profondément. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se rappela que le stream tournait toujours. Il reprit calmement son téléphone et remercia les spectateurs pour leur patience. Il déclara qu'il tiendrait sa promesse maintenant qu'il avait ce qu'il voulait. Cake commença à respirer plus librement. Pendant une seconde, on aurait pu croire que le cauchemar touchait à sa fin. Mais Enma n'éteignit pas les flammes. Il se contenta de partir, continuant de parler à ses viewers. Il dit que les humains pourraient régler leurs problèmes avec des mots s'ils le voulaient. Il déclara que sa part du travail était faite ici, et qu'il était temps de couper le stream. Cake cria derrière lui, tentant d'attirer son attention. Les flammes étaient toujours là, il brûlait encore. Mais tout ce qu'il reçut en retour fut un simple regard. Enma s'en fichait. Il avait obtenu le nom. Et à ses yeux, Cake ne comptait plus. Il n'était qu'un pion de plus, complice de la souffrance d'un innocent. Alors Enma le laissa cuire dans la chaleur de ses propres choix. Et dans ces derniers instants, alors que la douleur atteignait son paroxysme, une silhouette apparut dans les flammes Vox. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Il se contenta de sourire, les yeux brillant doucement, se nourrissant du désespoir qui s'échappait de Cake comme une fumée noire. C'était tout ce qu'il voulait. Et maintenant, il avait son festin. Enma avait verrouillé ses cibles. Ami Amishi et un autre inconnu derrière l'attaque contre Ayumi. Il n'avait pas encore tous les détails, mais il avait juré de les retrouver et de les faire payer. Quelque part,
loin de là, la personne qui tirait les ficelles regardait calmement un live stream. Mais son visage, lui, n'était pas calme du tout. Elle grinçait des dents, brûlant de rage. Elle savait qu'Emma était sur ses traces, et si jamais il se rapprochait encore, tout son plan risquait de s'effondrer. Pendant ce temps, dans une école, un groupe d'élèves discutait. Une fille racontait avec excitation à son amie une drôle de rumeur. Y a un gars qui apparaît à chaque fois qu'un truc louche se passe. Et il punit les coupables de façon imprévisible. Elle ne le savait pas encore. Mais l'histoire qu'elle racontait, c'était celle d'Emma. Dans les profondeurs souterraines, dans un donjon sombre, un groupe de chasseurs venait de tomber en plein cauchemar. L'un de leurs coéquipiers s'était fait capturer par un type aux bras couverts de cristaux tranchants comme des lames. Ce n'était pas une menace en l'air, il exigeait tout ce qu'ils avaient, équipement, ressources magiques, tout. Il était prêt à les dépouiller sans pitié. Mais avant que la situation n'empire, un live stream s'activa. Les spectateurs ne comprenaient pas d'abord ce qu'ils voyaient, jusqu'à ce que la caméra se fixe sur l'homme aux bras de cristal. Son nom, son âge, tout fut exposé. Il s'agissait d'un ancien chasseur déchu, connu pour avoir dépouillé d'autres groupes. Il ne tuait jamais, mais plusieurs de ses victimes étaient mortes après avoir été abandonnées sans défense. Et puis Emma fit son entrée. La situation changea du tout au tout. Ce même public qui l'avait autrefois critiqué astérisque se rallia désormais à lui. Mais ensuite, le chat du live stream a explosé. Les gens ont commencé à demander des preuves. Ils ne faisaient plus confiance au jugement d'Emma. Ils voulaient voir de vraies preuves, pas seulement sa parole. Certains ont même dit qu'il devrait être banni. Emma s'en est juste moqué. Pour lui, ce genre de gens n'avait pas d'importance. Il s'est détourné de l'écran, les laissant tous derrière lui. Quant à l'homme toujours à genoux par terre, il a remercié, sans se rendre compte qu'Emma était déjà parti. Aragorn avait contacté Emma de son propre chef. Il voulait avouer et remettre des preuves. Mais avant de partir, une chose le tracassait encore, quelque chose concernant une affaire de plus tôt dans la journée. Pendant ce temps, Vox, cet être tordu qui traînait toujours près d'Emma, grognait à nouveau. Il disait que la cible du jour ne lui avait pas donné assez de ce désespoir satisfaisant qu'il recherchait. Vox aimait voir les gens au plus bas. Il voulait du drame, du choc, de la peur, n'importe quoi d'intense. Il aurait même souhaité surprendre la cible du jour juste pour lui arracher un peu plus d'agonie. Mais Emma a vite coupé court à ça. Il ne laisserait pas Vox contrôler les choses. Ses pouvoirs? Ils étaient sous son commandement. Pourtant, Vox ne pouvait cacher son amusement. Il riait à nouveau de ce rire maléfique, traitant Emma de mélange entre un fou et un roi. Mais Emma s'en fichait. À chaque nouvelle chasse, chaque nouvelle flamme, il changeait. Ces flammes n'étaient plus juste de la magie, elles étaient liées à quelque chose de plus profond. Plus les gens réagissaient à ces streams criant dans le chat, déversant leur colère, se lâchant, plus ces flammes devenaient chaudes et sauvages. Peu importait ce qui mettait les spectateurs en colère. Peut-être leur boulot, peut-être qu'on les avait trompés, ou juste qu'ils en avaient assez de la vie. Toute cette frustration coulait en lui et alimentait le feu d'Emma. Même ceux qu'on ignorait, méprisait ou qui étaient complètement brisés, leurs émotions comptaient. Et il regardait. Internet était comme une tempête sans fin de plaintes, et Emma surfait sur l'éclair. Vox l'observait, curieux. Que préparait vraiment Emma? Il s'est avéré qu'Emma avait lancé sa propre appli. Rien de sophistiqué. Juste une plateforme simple où les gens pouvaient déposer anonymement des infos, rumeurs, secrets, observations douteuses, peu importe. Vox ne comprenait pas trop comment ça marchait, mais il aimait le chaos que ça pouvait créer. Emma l'avait conçu pour un but, la rapidité. L'information devait se répandre comme une traînée de poudre. Il ne voulait pas que des gens se fassent passer pour lui ou balancent de fausses pistes, alors l'appli aidait à filtrer. Le vrai objectif? Faire sortir les gens qui avaient blessé Ayumi. L'un d'eux, Amishi, avait déjà été exposé dans un stream. Mais même avec son visage révélé, personne ne l'avait encore attrapé. Emma savait que des types comme lui ne surgissaient pas juste comme ça, ils se cachaient profondément. Alors il s'est dit, faire du bruit, laisser son nom résonner en ligne, et tôt ou tard, les vrais viendraient. Et ça a marché. Les gens le citaient. Il faisait des blagues, des mèmes, même des hashtags. Ses phrases cultes étaient partout. C'était le piège, rendre la légende de l'homme en flammes si grande qu'Amishi ne pourrait pas l'ignorer.
While scrolling through some of the apps chatted, on ma saw something wild. News just broke, the head of the Hunters Association had been summoned out of nowhere. No warning, no prep. People were buzzing. Was the hunter boss going to track down the flamgy? On the street, folk were chatting excitedly. Oma's last stream was blowing up, and everyone wanted to guess who his next target would be. Far above, in a massive skyscraper where the Hunters Association held meeting, a group of important people were gathered. They sat around a thick table, waiting. One of them, Fusha Jin, had thick white hair and a serious vibe, just staring out the window. Across from him was a calm figure with long blue hair, casually shuffling cars, Rure, still wearing her school uniform like it was just another day. Something big was coming. The heat was spreading. Shinji, the red-haired guy, was sitting at the table too. Next to him, a girl named Anya had half her face covered, messing with her phone like she didn't take care what was happening. Then there was Hitomi, the one with long green hair, calm but sharp-eyed, finishing the group. The one who had brought them all together, Shin Yoshito, wanted to jump right into things. HES goal? Figure out what the group should do about the guy people were calling the Flame Man. Everyone had a different opinion. Some thought the guy was trying to fix something that went horribly wrong in the past. Maybe it was about someone close to him, like Ayumi. Others just saw him a dangerous someone walking a thin line between justice and chaos. One of them, Sojin, thought maybe they could calm the guy down. Like, if they promised to help find whoever caused the original incident, maybe they stop. But not everyone was on board. Awa wasn't having it. To him, it didn't matter what sad story the Flame Man had, hurting people wasn't something you could excuse. Shin tried to imagine being in the Flame Man's shoes. Would a promise really stop someone fueled by revenge? Probably not. On the other hand, Moro, the youngest at the table, seemed angry. People were dying. Every moment they waited, things got worse. That kind of pain didn't go away. Anya, who had been quiet till now, pointed out something the rest had missed. Maybe instead of chasing the guy, they should focus on catching the person responsible for everything that started this. That was the real route. And honestly, it made sense. The group had been formed after that mess to protect people. But somewhere along the line, they'd been chasing symptoms instead of fixing the problem. Shin l'a admis. Ils avaient foiré. Toute cette folie, tous ces justiciers qui surgissaient, c'était en partie leur faute, pour ne pas avoir été assez fort quand ça comptait. Ce genre de vérité fait mal, mais on ne peut pas avancer sans l'affronter. Personne n'a contesté ça. Même Rua, le gars qui restait généralement calme et parlait peu, a hoché la tête. Ce n'était pas vraiment la crainte que des gens mauvais soient blessés, mais si des innocents se retrouvaient pris dans le feu croisé, alors là, ils avaient un vrai problème. Ça ne pouvait pas être ignoré. Quelqu'un a demandé à Rua s'il sentait quelque chose arriver. Il avait cette étrange capacité, un moyen de ressentir les choses avant qu'elles n'arrivent. Mais cette fois, il n'avait rien de spécial, juste un sentiment croissant de tension. Pourtant, Shin lui a demandé de rester vigilant. Si quelque chose de gros arrivait, il devait être prêt. Puis l'ambiance a changé. Elle est devenue lourde. L'un d'eux, Shimin, a dit calmement que si l'homme en flamme dépassait encore les bornes, il le neutraliserait personnellement. Il a affiché un sourire froid. Pas un vrai sourire, un de ces sourires qui veut dire « je me fiche de ce qui arrive, tant que je gagne ». La vérité, c'est que Shimin ne se préoccupait ni de justice ni de sauver des gens. Il voyait toute l'organisation comme une échelle. Il s'était engagé parce que ça ressemblait à un raccourci vers le pouvoir et l'argent. Quant à Rua, il pensait autrefois pouvoir contrôler Shimin. Mais maintenant, il n'en était plus si sûr. Le groupe avait été formé pour améliorer le monde. Mais à chaque réunion, il devenait de plus en plus difficile de savoir qui était le vrai ennemi. Rua se rendit compte que, même si le plus haut rang était un chien, il y avait quelque chose de spécial chez l'individu éveillé qui portait un sourire. Fusha exhorta tout le monde à rester calme et à ne pas se précipiter. Il suggéra qu'il se concentre sur le problème actuel et qu'il ne blâme pas la personne impliquée. Rua n'était pas en désaccord, il pensait que le rôle convenait bien à So.
Le jeune Huer acquiesça aussi, puisque Fusa le souhaitait, même si Sal avait ses doutes. Shin, cependant, restait inquiet, mais décida de dire quelque chose qui pourrait mener à une solution satisfaisante pour tous. Shin sourit à la réponse de Sal et prit une décision. Ils décidèrent de laisser Fusa gérer la situation. Si quelqu'un trouvait un indice, il devait l'en informer. Après la réunion, Fusa se rendit dans un autre lieu. Les personnes dans la salle remplie d'ordinateurs furent stupéfaites de le voir. Certains n'en revenaient pas que l'épéiste aux 6 anneaux soit présent. Avec un sourire amical, Fusa salua tout le monde et leur dit de ne pas s'inquiéter pour lui. Il s'approcha de l'une des chaises et demanda de l'aide à l'homme qui y était assis. Il lui demanda s'il y avait eu des mises à jour concernant la situation, se souvenant que So avait posé des questions sur l'homme de flamme. L'homme semblait mal à l'aise, et So remarqua ce changement, lui demandant s'il y avait un problème. So se souvenait que l'homme avait même montré son visage dans une de ses émissions, donc il pensait qu'il ne serait pas trop difficile de l'identifier. Cependant, l'homme suggéra à Fusa de regarder par lui-même et ouvrit un fichier qui se chargeait lentement. Les images d'en masse s'affichèrent dans un logiciel conçu pour analyser les médias. Mais chaque fois que le logiciel se concentrait sur son visage, une erreur survenait et le programme plantait. Fusa fut abasourdi. L'analyste commenta que chaque tentative d'analyse des images était bloquée. Ils avaient même consulté d'autres personnes ayant vu l'homme de flamme. L'homme fit écouter un fichier audio provenant de quelqu'un affirmant l'avoir vu. La description était vague, il ressemblait à la fois à un enfant et à un adulte, beau mais un peu laid. Goro, qui avait été arrêté, fut également interrogé sur l'apparence de l'homme de flamme. Il peinait à se souvenir, se grattant la joue et disant qu'il avait l'impression qu'un brouillard recouvrait ses souvenirs. La raison pour laquelle personne ne pouvait se rappeler d'Enma ou le reconnaître via le logiciel était une lentille de contact spéciale que lui avait donnée leur Vox. Vox expliqua que cet objet, appelé une écaille de Shiloh, faisait en sorte que quiconque l'utilisait ne laissait aucune trace, même si son visage était visible. Les gens pouvaient le voir, mais ils ne s'en souvenaient pas. Le protagoniste fut choqué d'apprendre que des êtres sombres pouvaient créer des objets aussi puissants. Vox, avec une expression suffisante, minimisa l'importance de l'objet, le qualifiant de simple jouet, tout en soulignant la faiblesse de l'esprit humain. Il suggéra que le protagoniste aurait besoin de cet objet et s'approcha de lui avec un sourire menaçant, le mettant en garde contre les dangers de se faire attraper. Le protagoniste rejeta l'idée de Vox, affirmant qu'il utiliserait immédiatement les lentilles de contact. Après les avoir mises, Vox précisa que quiconque tenterait de découvrir son identité serait plongé dans le désespoir. De retour devant l'ordinateur, Fusa comprit qu'il ne pouvait pas analyser le chasseur de flammes et que personne ne pouvait se souvenir de lui. Lorsqu'il interrogea l'homme assis sur la chaise, celui-ci ne put que s'excuser, disant qu'il n'avait vraiment aucune information. Fou de rage, Fusa écrasa la chaise à main nue, effrayant l'homme. Il remarqua que le calme et le sourire habituel de Fusa avaient laissé place à un côté féroce et désespéré. Fusa serra les dents, prêt à exploser. Le jeune homme qui essayait de l'aider détourna le regard, troublé, car il n'avait jamais vu Fusa exprimer autre chose qu'un sourire. En un instant, Fusa retrouva son attitude habituelle, posa son menton sur sa main et murmura que retrouver l'homme de flamme serait un défi. Il quitta la pièce, demandant à chacun de continuer les recherches et de le tenir informé de toute découverte. Une fois Fusa parti, le jeune homme se sentit soulagé. Il se tourna vers un collègue pour discuter de ce qui venait de se passer. Mais à ce moment-là, Fusa réapparut derrière lui, avec un sourire sinistre, lui demandant s'il avait trouvé quelque chose. Surpris, le jeune homme retourna à son siège, recevant de Fusa un conseil, utiliser ses talents pour aider. Après avoir quitté le centre de recherche en voiture, Fusa posa sa main sur son visage et activa une capacité spéciale appelée métamorphose de l'attribut sanguin. Peu à peu, son corps commença à changer, ses muscles se développèrent et ses cheveux blonds devinrent visibles. Une fois la transformation terminée, il ordonna à la femme à ses côtés de retrouver un certain individu grâce à ses contacts dans le milieu souterrain. Elle accepta rapidement de suivre ses instructions. Pendant ce temps, celui responsable du drame dans la vie d'Enma était pris de fureur. Il était bien décidé à agir contre quiconque se dresserait sur son chemin. Dans un sombre cachot, un homme en costume tentait d'éviter les caméras qui le suivaient. Lorsqu'il alluma la caméra, Enma salua son public, prêt à les divertir une fois de plus. Il présenta Natsu Igawa, un chasseur de rang et philanthrope de 36 ans, que de nombreux spectateurs reconnaissaient comme un homme ayant récolté des fonds pour les enfants orphelins à cause de catastrophes.
On m'a fit remarquer que Natsu aidait ses enfants, mais que la majorité des dons finissaient dans ses propres poches. Soudain, la diffusion changea, révélant la vérité sur les agissements de Natsu. On m'a dévoila comment il faisait travailler les enfants dans des usines, provoquant l'indignation des spectateurs. Natsu tenta aussitôt de se défendre, affirmant que tout cela était faux et qu'on n'avait aucune preuve contre lui. Alors qu'Anma s'approchait de Natsu, il lui murmura quelque chose qui le laissa sans voix. Anma fit ensuite apparaître ses flammes, provoquant l'excitation du chat en ligne. Natsu, loin de vouloir fuir, utilisa son pouvoir éveillé pour invoquer une immense quantité d'eau, formant un golem aquatique autour de lui. Les spectateurs se demandaient si le feu pouvait vraiment vaincre l'eau. Anma, conscient de la nature du golem, comprit qu'il était alimenté par la vanité et le désespoir. Avec assurance, Natsu lança une boule d'eau sur Anma, persuadé de pouvoir l'emporter. Cependant, Anma contrôla l'eau avec ses flammes, la faisant s'évaporer. Il se moqua de Natsu, soulignant que sa démonstration de puissance était vide de sens. Natsu fut choqué de voir son eau bouillir et disparaître. Anma déclara que les péchés de Natsu seraient réduits en cendres, et ses flammes engloutirent l'homme fortuné. Lorsque les flammes s'éteignirent, Natsu s'effondra au sol, et Anma expliqua aux spectateurs que malgré ses prétentions à une magie avancée, Natsu n'était qu'un débutant. Le chat en ligne se remplit de doutes et de questions. Anma se prépara à mettre fin à la diffusion, repensant au regard désespéré de Natsu lorsqu'il avait entendu ces paroles. Vox, qui se trouvait avec Anma, manifesta sa curiosité sur ce qu'Anma avait pu lui dire. Anma révéla que lui et Ayami étaient également des orphelins, ayant séjourné quelque temps dans un des centres de Natsu. Vox comprit alors que Natsu paniquait pour protéger son image mensongère. Anma réalisa que cette réaction ne faisait qu'alimenter davantage ses flammes. Il se compara à Natsu, sachant qu'il avait passé un accord avec Vox pour obtenir une puissance qui croissait avec la souffrance qu'il causait. Vox fut surpris de constater qu'Anma avait éveillé un pouvoir allant au-delà de ses simples flammes. Quoi qu'il en soit, il soutenait Anma, bien qu'il savait que certains allaient échapper aux concepts habituels d'attributs. Changeant de sujet, Anma se rappela qu'il avait un rendez-vous à honorer. Intrigué, Vox sortit son téléphone et découvrit un message en attente, une demande directe pour une rencontre au sujet d'Ayami et de Reka. Anma se dirigea vers la sortie du donjon, se remémorant qui était Reka. Elle avait été une streameuse de portail, et apparemment l'était toujours. Il s'engagea dans une ruelle, prêt à rencontrer la personne qui souhaitait parler d'Ayami et de Reka. Le protagoniste cliqua sur l'une des vidéos de Reka et fut immédiatement rebuté par l'usage qu'elle faisait du fanservice, diffusant en bikini. Anma faillit lever les yeux au ciel devant le niveau pitoyable de son contenu. Curieux, Vox demanda quel lien unissait Reka à Ayumi. Le protagoniste expliqua que Reka était une streameuse expérimentée qui avait beaucoup aidé Ayumi par le passé. Cela poussa Vox à penser que Reka était peut-être quelqu'un de bien. Anma continua, se souvenant qu'Ayumi avait suivi les conseils de Reka et était entré seul dans un portail, où Yami l'attendait. Il se rappela des commentaires odieux qui avaient circulé à l'époque et mentionna une personne nommée Dogi, qui prétendait avoir vu Reka en compagnie de certains gangs. Vox s'enthousiasma, sentant que cette information avait des chances d'être authentique et non une simple rumeur. Après avoir marché un peu plus loin, ils atteignirent le lieu du rendez-vous. Vox regarda autour de lui et demanda si la personne qu'il devait rencontrer avait un aspect particulier. Il supposa que ce serait probablement quelqu'un du genre à parler dans le dos des autres, sûrement une arnaqueuse. Anma désigna le fond de la ruelle, où une fille était encerclée par deux hommes. L'un des escrocs, un type blond et maigre, essayait de l'intimider. L'homme chauve à ses côtés riait, rendant la situation encore plus détestable. Vox, en les observant, se sentit esséuré par ces individus méprisables. Les deux arnaqueurs tentèrent d'arracher la capuche de la fille pour voir son visage, et malgré ses protestations, ils y parvinrent. En voyant ses cicatrices, l'homme chauve sembla déconcerté. La jeune fille, terrifiée, les supplia de ne pas la regarder. Ils la poussèrent au sol et s'éloignèrent, la laissant derrière eux pendant qu'elle s'excusait. Anma s'approcha alors des deux escrocs, un sourire mauvais aux lèvres, les confrontant sur leur comportement plein de jugement. Il leur demanda s'ils s'étaient déjà regardés dans un miroir. L'escroc chauve sortit une dague qui s'enflamma aussitôt, tandis que son complice hérissa ses cheveux, les aiguisant comme des piquants de porc-épic. Mais avant qu'ils ne puissent attaquer, ils remarquèrent l'aura qui entourait Anma, révélant qu'il était un éveillé. Une petite étincelle apparut dans la main d'Anma. Il pensa qu'un peu de feu suffirait. Les scandales, songea-t-il,
sont comme des flammes, ils ne s'éteignent pas simplement, ils continuent à se propager et à brûler. C'était une autre forme de pouvoir qu'Enma recherchait. Peut-être pas aussi puissante que les réactions lors de ces diffusions, mais largement suffisante pour s'occuper de petits arnaqueurs comme ceux-là. En un instant, Enma projeta l'étincelle à travers la ruelle comme une vague de feu. Les cheveux du type au piquant prirent feu, et la main tenant le couteau fut brûlée. Alors qu'il s'approchait des deux hommes désormais sans défense, Enma demanda lequel d'eux était Doggy. L'homme aux cheveux enflammés semblait perdu, et son complice se mit à pleurer, ne comprenant pas ce qui se passait. C'est alors que la fille prit la parole, disant que c'était elle, Doggy. Enma fut surpris de découvrir que c'était elle. Par la suite, Enma, Doggy et Vox entrèrent dans un bar, où la jeune fille commença à expliquer sa situation. Elle mentionna qu'elle travaillait comme assistante de Ruka, l'aidant avec les photos et l'organisation du matériel. Un jour, elle avait vu Ruka rencontrer des individus louches et les avait suivis dans une ruelle, où elle avait filmé leur conversation à propos d'Ayumi. Doggy avait voulu partager ces informations, mais elle avait trop peur d'être découverte. Le protagoniste comprit sa peur et réalisa que c'était la raison pour laquelle elle avait envoyé autant de commentaires provocateurs. Il confirma que Ruka était bien impliquée et voulait en savoir davantage. Enma demanda si Ruka et Ayumi se voyaient encore, et Doggy confirma que oui, mais que les choses ne semblaient pas bien se passer entre elles. Doggy se rappela d'un jour où Ruka s'était mise en colère dans un bar, criant sur Akami à propos d'un justicier qui posait des questions sur Ayumi. Akami, entourée de femmes, n'en avait rien à faire de son éclat et la rejeta d'un revers de main, lui rappelant que c'était elle qui l'avait engagée et qu'elle devait assumer ce qui était arrivé à Ayumi. Ruka tenta de se défendre, affirmant qu'elle voulait seulement faire peur à la fille. Mais Akami se moquait de ses explications, buvant son verre avec nonchalance tout en la provoquant. Il lui lança qu'elle n'avait qu'à raconter ça à Anki quand il la retrouverait. Ruka, furieuse, se sentait écrasée par la pression. Doggy, quant à elle, tenta de dépeindre Ruka comme une victime, expliquant que depuis ce jour-là, Ruka devait tout faire dans ses streams pour gagner de l'argent rapidement, car on lui prenait tous ses revenus pour la faire taire. Peu importe ses efforts, il lui prenait tout. Cela mena à une dispute entre Ruka et Akami, qui mit fin à leur relation dès la première insulte. Akami n'en avait cure, lui demandant si elle s'était déjà regardée dans un miroir. Ruka, impuissante face à lui, se retrouva acculée. Les subalternes d'Akami tentèrent de profiter de la situation, mais Ruka était encore assez forte pour se défendre. Lors d'une de ces altercations, Akami vit Ruka ouvrir un trou dans le mur de leur planque, prouvant qu'elle possédait une véritable force, repoussant tout le monde. Ruka déclara qu'elle était venue se plaindre, pas pour chercher de l'aide. Elle affirma qu'elle n'était pas tombée aussi bas au point d'avoir besoin d'être protégée. Malgré sa puissance, Akami continua de se moquer d'elle, riant de toute la scène. Doggy, qui se cachait derrière un mur, écoutait tout sans pouvoir défendre Ayumi à l'époque. À présent, elle voulait corriger cela. Enma commença à mieux saisir la situation et à comprendre comment Doggy restait lié à Ruka. Soudain, Doggy sursauta en croisant le regard fou d'Anki. Le protagoniste éclata de rire, plaisantant sur le fait de tout réduire en cendres. Il réalisa que Ruka et Kushi étaient encore liés, et demanda comment les retrouver. La jeune femme, toujours au sol, parut inquiète et demanda ce qu'il voulait à Ruka. Elle expliqua que Ruka diffusait autrefois des raids dans les donjons, mais qu'elle avait été grièvement blessée dans l'un d'eux, ce qui avait défiguré son visage. À cette époque, elle était au plus bas, vivant dans la rue. Ruka l'avait recueillie lorsqu'elle n'était plus rien, et même si Ruka n'était pas une bonne personne, la jeune femme lui devait tout. En voyant sa loyauté envers Ruka, Enma fut troublée et demanda pourquoi elle avait voulu le rencontrer si elle savait que cela pouvait mettre Ruka en danger. Désespérée, la femme s'agrippa aux vêtements d'Enma, disant que si elle ne faisait pas cela, il souffrirait. Enma tenta de s'éloigner du chaos qu'elle provoquait, souhaitant éviter que qui que ce soit ne soit blessé. La femme, toujours accrochée à lui, lui demanda si c'était mal. Elle se remémora les moments dangereux et à quel point elle avait souhaité que les bons comme les mauvais puissent survivre, les larmes aux yeux. Elle pleura, demandant si vouloir cela était vraiment si étrange. Enma lui rappela une chose importante, Ayumi était partie, jetée comme un déchet. Rien que d'y penser remplissait son esprit de haine. Il lui dit que détourner les yeux de cela n'était pas de la bonté, mais de la faiblesse. La fille ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Finalement, elle se redressa et donna à Enma l'information qu'il voulait. Elle lui dit que Kuon serait au Arc Concert Hall dans les ruines de l'Est ce samedi,
et promit de revérifier les horaires pour ne pas se tromper. Emma la remercia pour l'information, gardant en tête que Ruka aussi avait été trompée par tout ce dont ils avaient parlé. La fille lui dit au revoir, mais avant qu'elle parte, Emma la prévint, si Ruka s'excusait, elle serait encore en vie. La fille fut surprise, mais hocha la tête, comprenant ce qu'il voulait dire. Bientôt, le samedi soir arriva, et la pleine lune éclairait le quartier des ruines. Cette zone avait été gravement contaminée à cause des catastrophes de portail survenues 10 ans plus tôt, maudites par les ténèbres, les toxines et les sorts. C'était un endroit où les humains ne pouvaient survivre, peuplé de monstres vénéneux et de créatures éveillées errantes n'ayant nulle part où aller. Ruka tentait de se défendre, affirmant qu'elle voulait seulement faire peur à la fille. Akami, lui, se moquait de ses explications, sirotant son verre tout en la taquinant. Il lui lança qu'elle n'avait qu'à raconter ça à Anki lorsqu'il la retrouverait. Ruka était folle de rage face à la pression qu'il lui mettait. Doggy, de son côté, tentait de la présenter comme une victime, expliquant que depuis ce jour-là, Ruka devait tout faire dans ses streams pour gagner de l'argent rapidement, car on lui confisquait ses revenus pour la faire taire. Peu importe ses efforts, on lui prenait tout. Cela mena à une dispute entre Ruka et Akami, qui mit un terme à leur relation dès la première insulte. Akami n'en avait rien à faire, lui demandant si elle s'était déjà regardée dans un miroir. Ruka, incapable de l'affronter, se retrouva acculé. Ses subalternes tentèrent de profiter de la situation, mais Ruka avait encore assez de force pour les repousser. Lors d'une de ces tentatives, Akami vit Ruka percer un trou dans le mur de leur repère, montrant qu'elle possédait une véritable puissance en repoussant tout le monde. Ruka avait clairement fait comprendre qu'elle était là pour se plaindre et qu'elle n'avait besoin de l'aide de personne. Elle insistait sur le fait qu'elle n'était pas tombée si bas au point de devoir être protégée. Malgré sa force, Akami continuait à la provoquer, riant de toute la situation. Doggy, caché derrière un mur, avait tout entendu, incapable à l'époque de défendre Ayumi. Aujourd'hui, elle voulait réparer les choses. Emma commençait à mieux comprendre la situation et le lien persistant entre Doggy et Ruka. Soudain, Doggy sursauta en croisant le regard maniaque d'Anki. Le protagoniste éclata de rire, plaisantant sur le fait de tout réduire en cendres. Il comprit que Ruka et Kushi étaient toujours liés, et demanda comment les retrouver. La femme au sol sembla inquiète et lui demanda ce qu'il voulait à Ruka. Elle expliqua que Ruka diffusait autrefois des événements de raid de portail, mais qu'elle avait été grièvement blessée dans un donjon, ce qui avait défiguré son visage. À cette époque, elle était au plus bas, vivant dans la rue. C'est Ruka qui l'avait recueillie lorsqu'elle n'avait plus rien. Même si Ruka n'était pas une bonne personne, la jeune femme sentait qu'elle lui devait tout. Emma, troublée par cette loyauté, lui demanda alors pourquoi elle avait voulu le rencontrer, sachant que cela pourrait mettre Ruka en danger. Désespérée, la femme s'agrippa aux vêtements d'Emma, disant que si elle ne faisait pas cela, il souffrirait. Emma tenta de prendre ses distances face au chaos qu'elle provoquait, voulant éviter que d'autres soient blessés. Toujours accrochée à lui, elle demanda si c'était vraiment mal. Elle se rappela les moments dangereux, et combien elle avait souhaité que les bons comme les mauvais survivent, les larmes aux yeux. Elle pleura, demandant si désirer cela était si étrange. Emma lui rappela une vérité cruelle, Ayumi était partie, jetée comme un déchet. Rien que d'y penser remplissait Emma de haine. Il lui dit que détourner le regard de cela, ce n'était pas de la gentillesse, mais de la faiblesse. La fille ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Finalement, elle se releva et donna à Emma l'information qu'il voulait, qu'Uan serait au Arc Concert Hall dans les ruines de l'Est, ce samedi. Elle promit de revérifier les horaires pour ne pas se tromper. Emma la remercia pour l'information, gardant en tête que Ruka avait, elle aussi, été trompée par tout ce dont ils avaient parlé. La jeune femme lui dit au revoir, mais avant qu'elle parte, Emma la prévint, si Ruka s'excusait, elle serait encore en vie. Elle fut surprise, mais hocha la tête en signe de compréhension. Bientôt, le samedi soir arriva, et la pleine lune éclaira le quartier des ruines. Cette zone avait été fortement contaminée à la suite des catastrophes de portail survenues 10 ans plus tôt, maudites par les ténèbres, les toxines et les sorts. C'était un endroit où l'homme ne pouvait survivre, peuplé de monstres vénéneux et de créatures éveillées errantes n'ayant nulle part où aller. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit indiqué, Vox demanda au jeune homme ce qu'il en pensait. L'entité, Laure, suggéra qu'au lieu de faire confiance à la fille, il devrait envisager la possibilité d'un piège. En s'approchant du bâtiment Arc, Emma songea à tirer à pile ou face pour décider d'entrer ou non, mais il se dit que c'était sûrement un piège de toute façon. Dès qu'il atteignit la porte du studio,
une lumière vive inonda le couloir, révélant un groupe d'au moins 10 personnes l'attendant. Il comprit alors qu'il avait perdu son pari. Le groupe le fixait avec une intention malveillante, et sans hésiter, ils se ruèrent sur lui. Depuis un point d'observation plus élevé, Reca et la fille observaient la scène. Reca commenta l'arrivée d'Anki, surprise qu'il soit venu seul. La fille fut prise d'une vague de panique et demanda à Reca qui étaient ces gens. Reca se remémora le chaos survenu 10 ans plus tôt, lorsque 24% de la population s'était éveillée, sombrant dans la folie et la frustration. Une fois le calme revenu, ceux qui avaient perdu la raison n'avaient plus nulle part où aller, et erraient désormais dans les ombres des ruines. Reca était fière d'avoir de tels individus semant le chaos dont elle avait besoin. Ses connexions témoignaient de son expérience en tant que chasseuse vétérane, et elle savait qu'il ne fallait pas les sous-estimer. La fille, confuse, comprit alors que Reca avait probablement anticipé toute cette situation. Avec un sourire maniaque, Reca révéla qu'elle savait depuis le début et remercia la fille d'avoir amené Anki jusqu'à elle. Les yeux de la jeune femme s'écarquillèrent, remplis de surprise et de désespoir, en réalisant que son plan avait été découvert. Reca était convaincu qu'en éliminant Anki, la vérité sur Ayumi serait enterrée, et qu'il ne lui resterait plus qu'à nettoyer les traces. Soudain, de puissantes flammes envahirent la salle de concert, et Reca regarda en contrebas, méfiante, alors qu'Anma traversait le feu, consumant ses ennemis. Il pointa la caméra directement sur Reca, la remerciant pour la preuve indéniable de ses crimes. Les spectateurs furent choqués et incitèrent aussitôt Anma à la punir. Tout ce que Reca avait dit avait été capté par un micro caché dans les vêtements de la fille. Reca attrapa son téléphone pour vérifier si elle avait bien été enregistrée. Pendant ce temps, Anma lui rappela ses actes, affirmant qu'en s'en prenant à Ayumi, elle était devenue la source de tout le chaos. Reca lança un regard furieux à la jeune fille, qui révéla le micro qu'elle avait reçu, disant que si Reca s'excusait auprès d'Ayumi, elle serait pardonnée. La jeune fille se mit à pleurer en confessant ce qu'elle avait fait. Dans un accès de rage, Reca laissa tomber son téléphone, et Anma se moqua d'elle, disant que tout s'était déroulé exactement comme prévu. Furieuse, Reca fit apparaître une épée d'eau, avertissant Anma de ne pas prendre la grosse tête. Elle l'attaqua ensuite avec son épée bleue. En réponse, Anma révéla son propre profil en embrasant ses flammes encore davantage. Il nota l'âge et le rang de Reca, exposant sa vraie nature. Vox s'était toujours demandé comment elle réagirait face à une confrontation directe, et il ne put s'empêcher de se moquer de sa témérité. La fille qui tenait encore à Reca tenta d'intervenir, mais Reca réagit rapidement, utilisant ses compétences avancées liées à la tribu de l'eau pour combattre. Elle maniait une rapière d'eau en combat rapproché, assortie à ses cheveux bleus. Anma anticipa ses attaques et enflamma son corps, se préparant à contre-attaquer. Alors que Reca se jetait sur lui, Anma donna un coup de poing dans l'air, lançant une déflagration de flammes vers elle. Les flammes l'enveloppèrent, mais elle continua d'avancer. Anma comprit rapidement qu'il n'avait pas touché la véritable cible. Reca était apparu à côté de lui, en train de lui porter un coup de rapière. Il se pencha en arrière juste à temps pour esquiver, mais reçut tout de même une légère entaille, faute d'avoir réagi assez vite. Grâce à ses talents d'escrimeuse, Reca enchaîna les attaques, forçant Anma à reculer sous ses coups. Ses frappes rapides et précises se succédaient, et à un moment donné, Anma dut bondir en arrière à plusieurs reprises pour mettre de la distance entre eux. Après une série d'attaques manquées, Reca fut surprise de le voir garder son calme. Elle lui demanda comment il avait détecté son attaque surprise, affirmant que c'était impossible. Anma expliqua qu'elle n'était qu'une chasseuse de rang B. Au-dessus de ce rang, les chasseurs possédaient des capacités au-delà de celles des humains normaux et formaient la véritable force de combat. Il fit remarquer qu'en tant que streameuse vétérane, elle ne perdrait jamais le contrôle ni ne se laisserait humilier devant les caméras, même si son identité était dévoilée. Il comprit qu'elle faisait semblant pour le tromper. Reca apprécia suffisamment sa réponse pour lui accorder un peu de crédit, mais elle changea alors de style de combat. Elle passa à une version plus maladroite de sa rapière d'eau et créa un mur d'eau couvrant toute la salle, démontrant ainsi son expérience. Le protagoniste savait exactement ce qu'il devait faire, ressentant la tension du moment alors que les spectateurs attendaient avec impatience la défaite de Reca. C'est alors que Reca afficha un visage inexpressif et proposa un marché, laissant entendre qu'un véritable cerveau se cachait derrière toute cette affaire. Anma fut pris de court par ces paroles. Reca afficha ensuite une expression triste, affirmant qu'ils avaient tous été trompés par le vrai coupable. Personne dans le stream ne l'a cru, pas même les spectateurs. Reca leva les mains, faisant disparaître ses épées, et demanda à Anma de l'écouter.
Tandis qu'elle désactivait sa compétence, Emma se demanda quelle serait sa prochaine manœuvre. Quelqu'un dans le chat, qui connaissait bien Ruka, avertit tout le monde de faire attention. Seuls les vétérans savaient vraiment comment Ruka se battait. Dès qu'elle fit disparaître ses épées, Ruka utilisa une compétence basique d'eau appelée « Splash ». Elle projeta de l'eau devant elle, augmentant sa vitesse pour se replier. Emma comprit rapidement comment elle était arrivée si vite dans son dos et se lança à sa poursuite, bien décidée à ne pas la laisser fuir. Mais Ruka ne fuyait pas, elle pointa un doigt vers lui, le prévenant que s'il tournait le dos, il serait touché en un instant. Elle activa une nouvelle compétence qui fit apparaître plusieurs armes d'eau, qu'elle lança sur Emma en un éclair. Pris au dépourvu, il ne put éviter les projectiles à queue. La même personne dans le chat révéla alors la vérité, Ruka n'était devenue une combattante de mêlée que pour ses streams. À l'origine, elle était une attaquante à distance maniant une arme puissante. Ruka expliqua que, même si la puissance de feu et la précision étaient importantes, elle ne faisait pas un bon spectacle, raison pour laquelle elle s'était concentrée sur les compétences de défense personnelle. Emma fronça les sourcils en la regardant, se souvenant du temps où elle se sentait piégée et rêvait d'avoir le pouvoir de se libérer. Elle éclata de rire d'un air maniaque, déclarant qu'elle était comme l'eau, implacable jusqu'à percer n'importe quoi. Ses mousquets magiques d'eau tirèrent à nouveau, et Vox ne put s'empêcher de sourire face à ce talent caché. Emma pensait pouvoir gérer la situation, convaincue que les tirs n'étaient pas aussi rapides que ceux de vraies armes à feu, et donc assez lents pour être esquivés. Mais Ruka avait encore des tours dans son sac. Grâce à sa magie d'eau, elle réactiva la compétence Splash, se téléportant pratiquement juste à côté d'Emma. Alors qu'elle s'approchait, Emma activa sa compétence du purgatoire, des flammes engloutissant la ruelle. Ruka souriait en avançant vers lui, mais à la dernière seconde, elle n'attaqua pas. À la place, elle le dépassa en courant, se protégeant de la vapeur et de la fumée, exécutant avec succès son plan. Elle se précipita vers l'entrée du bâtiment derrière Emma. Comprenant qu'il avait été dupé, Emma sentit monter une vague d'agacement. Vox, en revanche, était intrigué. Il se demanda pourquoi elle courait dans une cage avec une seule sortie, mais de nombreuses cachettes. Emma comprit que s'il entrait sans précaution, il serait bombardé d'attaques. Vox lui donna alors un conseil, ne pas prendre l'initiative. Il expliqua que les compétences étaient des manifestations physiques des désirs éveillés, et qu'elles étaient incroyablement puissantes. Même si Emma pouvait faire beaucoup avec ses flammes, cela ne rivalisait pas encore avec de véritables compétences. Emma ne voulait pas regretter ce qu'il ne possédait pas, mais Vox avait une bonne nouvelle. Il révéla que la caractéristique cachée de la compétence d'incendiaire était que le feu ne faisait pas que détruire, il pouvait aussi créer. Si Emma réduisait un être éveillé puissant en cendres, il pouvait absorber l'une de ses compétences principales. Prenant un instant pour réfléchir, Emma réalisa que Ruka devait posséder des compétences puissantes. L'idée qu'en battant une chasseuse de rang B, il puisse obtenir l'une de ses compétences lui semblait difficile à croire. Vox confirma que c'était vrai qu'une seule attaque pouvait tout changer. Emma sentit une montée de détermination, regrettant simplement de ne pas l'avoir su plus tôt. Il comprit que s'il battait Ruka, il pourrait acquérir une compétence suffisamment puissante pour la surpasser. Mais des doutes persistaient dans son esprit. Sentant son hésitation, Vox le provoqua, lui rappelant qu'il avait déjà réduit en cendres quelqu'un de rang supérieur à Ruka. Vox rappela au protagoniste un détail qu'il avait oublié. Emma se souvint soudain de qui il avait déjà réduit en cendres auparavant. Il resta immobile devant la porte du club, tandis qu'à l'intérieur, Ruka attendait, regardant le stream et se préparant à son entrée. Elle était confiante, pensant avoir l'avantage. Quand Emma franchit enfin la porte d'entrée, Ruka ne put s'empêcher de sourire, se sentant victorieuse. Elle se dit qu'il regretterait bientôt sa décision. Alors qu'elle activait ses multiples mousquets, ceux-ci visaient l'entrée, et elle attendait avec impatience le résultat. Mais à sa grande surprise, elle assista à une compétence qu'elle n'avait pas prévue. Emma avait invoqué une arme enflammée. D'un regard sombre, Emma fixa Ruka et se remémora une phrase qu'il avait entendue auparavant. Quand les gens partent, ils ne vont vraiment nulle part, ils deviennent simplement des cendres. Ses yeux brillaient d'un cramoisi profond, comme les flammes les plus ardentes, tandis qu'il déclarait que ses péchés allaient brûler. Il activa une compétence appelée Levy of Blaze, sentant la puissance des flammes l'envahir. Les compétences étaient des capacités spéciales issues des désirs et ambitions d'une personne. Elles pouvaient aller du désir de gravir les échelons au souhait de paraître plus beau. La nature de ces compétences dépendait des traits uniques de ceux qui les désiraient.
Les compétences étaient classées en 3 niveaux, débutant, intermédiaire et avancé. Plus un utilisateur progressait, plus ses compétences devenaient puissantes, un peu comme un phénix renaissant. Certaines compétences avaient des règles spécifiques, et les chasseurs cherchaient toujours à obtenir des compétences avancées, mais aucun guide n'existait pour cela. Pour manifester des compétences avancées, un talent naturel était essentiel, généralement réservé aux chasseurs de haut rang. Cependant, Vox, l'entité lore, ne suivait pas les règles humaines. Voir les flammes entourant Enma l'excitait. Alors qu'Enma avançait face aux attaques de Rekka, il fit tourner son arme comme une hélice, bloquant chaque coup. Il se repositionna ensuite pour le combat, son regard perçant fixé sur Rekka. Elle ne pouvait pas croire qu'il avait utilisé une compétence avancée, cela semblait impossible. La plupart des compétences avancées étaient réservées aux chasseurs les mieux classés, avec seulement quelques rares exceptions. Rekka réalisa qu'Enma ne bougeait pas comme un amateur. Il devait être au moins un chasseur de rang B avec une expérience de combat significative. Mais elle n'en avait jamais entendu parler auparavant. En observant sa technique, elle se souvint d'une technique similaire utilisée par Ayumi avec son art martial à attribut lumière. Le désespoir emplissait les yeux de Rekka alors qu'elle reculait, se demandant s'il avait un lien quelconque avec Ayumi. Mais Enma répondit simplement qu'elle ne pouvait plus retourner chez elle après ce qui lui était arrivé. Elle ne pouvait plus sourire, et son histoire n'avait plus de sens. Alors que les flammes engloutissaient la salle de l'événement, elle tourbillonnait autour de l'arme d'Enma, qu'il tenait chargée de toute sa haine. Rekka, effrayée, luttait pour reprendre son calme. Elle leva sa carabine, mais Enma ne voulait pas s'arrêter, même si elle le suppliait. Dans une tentative désespérée de contre-attaque, Rekka invoqua 2 armes, une dans chaque main, et se jeta sur Enma. Mais lui se contenta d'attendre, balançant son arme vers l'arrière, imitant l'attaque de sa sœur. Enma déchaîna une vague d'obscurité, abattant une à une chacune des attaques de Rekka. Alors qu'elle continuait de tirer, Rekka devenait de plus en plus incrédule et désespérée. Son ennemi se rapprochait, et la panique s'emparait d'elle. Elle vit sa vie défiler devant ses yeux, se demandant si elle avait fait quelque chose de mal. Elle pensa à toutes ces mauvaises personnes qui semblaient toujours s'en sortir. Chaque fois que Rekka pensait avoir réussi, quelqu'un de plus fort arrivait et la surpassait. Elle était furieuse d'être toujours la perdante, toujours la proie de quelqu'un d'autre. Pourtant, elle gardait encore un désir désespéré de pouvoir enfin briller. Avec ses dernières forces, elle essaya de s'éloigner d'Enma, utilisant à plusieurs reprises ses compétences à longue portée. Mais Enma était déjà derrière elle. Il déclara que son tour n'existait plus. En un instant, tout autour d'elle fut consumé par des flammes inextinguibles. Enma avait réglé une de ses rancunes, déclarant que le poids de ses péchés la brûlerait. Si ce résumé vous a plu et que vous voulez plus de contenu, pensez à vous abonner à la chaîne. Nous commençons ce voyage ensemble, et j'espère que nous pourrons construire une communauté forte. Alors, likez la vidéo, commentez pour les prochaines parties, et partagez-la avec vos amis. Merci de nous avoir rejoints, à la prochaine.